Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Power BI Dashboard Makeover. C'est quatre mots en anglais, mais mon webinaire est vraiment en français. Alors, Power BI, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Dashboard Makeover parce que ça se dit drôlement en français, alors j'ai gardé l'appellation en anglais. Quelques mots sur ma personne avant de débuter le webinaire. Mon nom est Sophie Marchand. Je suis quelqu'un qui a un background en finance, comptabilité, et je suis aussi ce qu'on appelle MVP, alors Microsoft Most Valuable Professional. Euh, c'est un titre honorifique que Microsoft remet à chaque année à des professionnels autour du monde. Cette année, on est environ 3000 toutes solutions Microsoft confondues. Mais je suis la seule à avoir à la fois la désignation MVP Data Platform, en fait Power BI et MVP Excel. Maintenant, Excel est englobé dans MVP Office Apps, alors je ne suis plus la seule, il y a trois autres MVP Office Apps. On est quatre, donc, au monde à avoir une double désignation Data Platform et Office Apps, j'en suis très fière. Et ma spécialisation, donc, est au niveau de la modélisation financière et de l'intelligence d'affaires, autant avec Excel que Power BI. C'est sûr qu'Excel existe depuis tellement plus longtemps que disons que mes compétences sont plus étendues au niveau d'Excel, mais Power BI, par contre, je l'utilise depuis avant même son lancement, donc je suis des rares personnes qui utilisaient Power BI V1 avant même le Power BI que vous connaissez aujourd'hui, qui est sorti en juillet 2015. J'estime que je le maîtrise vraiment beaucoup, mais qui peut vraiment dire qu'il est expert Power BI quand c'est une solution aussi nouvelle et qu'il y a tant à apprendre dans cet écosystème? Néanmoins, j'espère que je vais pouvoir partager avec vous des choses intéressantes aujourd'hui. Pour terminer, donc, si jamais vous êtes intéressé par le CFO, on offre des formations en ligne, en classe et en entreprise. Et je suis aussi à la tête du groupe d'usagers qui se réunit à Montréal une fois par mois, Montreal Modern Excel and Power BI. On reçoit des conférenciers à chaque mois qui viennent nous parler donc de solutions, de façons dont ils utilisent notamment Power BI, Power Query, Power Pivot. Au niveau des webinaires cette année, j'en ai programmé une dizaine. On a déjà fait les deux premiers. Migrer d'Excel vers Power BI est disponible en écoute différée si jamais il vous intéresse sur le blog. Malheureusement, Excel Dashboard Makeover, l'enregistrement n'a pas fonctionné, mais j'ai fait un article qui résume assez bien ce qu'on a couvert pendant le webinaire. Et aujourd'hui, on est à Power BI Dashboard Makeover. Et je repars des mêmes données que j'avais utilisées pour le tableau de bord dans Excel. Si vous manque cette partie-là, si vous n'aviez ni lu l'article ni assisté au webinaire Excel Dashboard Makeover, je vous invite à aller lire l'article après le webinaire parce qu'il y a des choses que je ne veux pas nécessairement répéter. Et vous voyez qu'on a encore là, plusieurs webinaires à venir pendant l'année. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire un rappel pour ceux qui étaient là la dernière fois de la distinction entre un tableau de bord et un rapport, voir les caractéristiques de chacun, expliquer que c'est un processus itératif tout ça. Je vais vous montrer avec une image que j'ai conçue à cet effet. Et après ça, on va aller dans Power BI, voir un exemple complet de tableau de bord. Donc, reprendre le même tableau de bord que la dernière fois, qui était le mien, que j'ai critiqué. Je me suis auto-critiquée pour améliorer mon propre tableau de bord. On va reprendre les mêmes données aujourd'hui pour faire un tableau de bord dans Power BI qui répond, à mon avis, aux meilleures pratiques. Et par la suite, pour le temps qui restera, j'aimerais vous présenter des trucs et des techniques qui m'ont été utiles dans l'exemple en question de tableau de bord et d'autres techniques que je juge intéressantes et qui répondent à plusieurs questions qui sont posées fréquemment sur le forum. Alors, comme les questions reviennent fréquemment, j'ai pensé fournir des réponses. Et je vous fournirai aussi à travers la présentation PowerPoint des ressources complémentaires et un code promo qui sera utilisable pendant les 24 prochaines heures. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, permettez-moi un bref rappel. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous présente un organigramme ici qui, pour moi, explique en gros la différence entre un tableau de bord et un rapport. C'est-à-dire que le tableau de bord, pour moi, il est au sommet.
On va voir en fait ce qu'il comprend dans quelques instants, mais il comprend donc les indicateurs essentiels à haut niveau et découle de là plusieurs rapports. Et dans chacun de ces rapports, il pourrait y avoir aussi des sous-rapports. Donc, si on partait de l'autre sens, les sous-rapports sont vraiment détaillés pour une question d'affaires précise. On peut rassembler, donc avoir une vue globale de plusieurs sous-rapports dans un rapport et une vue globale de plusieurs rapports dans un tableau de bord. Ça, c'est une distinction que Power BI fait très bien. Quand vous travaillez dans Power BI Desktop, vous êtes en train de travailler des rapports et ou des sous-rapports. Et quand vous êtes dans Power BI Service, vous avez la possibilité de concevoir un tableau de bord en épinglant des éléments de vos rapports et sous-rapports. Alors, je pense que la solution Power BI a été réfléchie en lien avec le Canva que je vous présente en ce moment. Alors, le tableau de bord, c'est le niveau 1. Généralement, on le retrouve une seule page, ça rentre dans un seul écran d'ordinateur, on n'a pas besoin de dérouler un menu ou quoi que ce soit. Il n'y a que les informations cruciales, donc les fameux KPI ou Key Performance Indicators. Ça peut comprendre, comme on vient de le dire, des données de plusieurs rapports. C'est idéalement mesurer une cible. Alors, je regarde un chiffre, mais je veux savoir s'il est bon, ce chiffre-là, ou non. Donc, il doit nécessairement être comparé à une cible, que ce soit l'année précédente, que ce soit le budget, que ce soit un compétiteur. Et les visualisations décrivent un état par opposition au forage. C'est-à-dire que dans le tableau de bord, on ne s'attend pas à ce que les gens commencent à forer pour trouver des explications. Les visualisations qui sont là communiquent une information, communiquent un état et on n'a pas besoin de forer dans le tableau de bord pour avoir ces informations-là. Au niveau 2, on a un rapport. Donc là, c'est justement, si on veut aller un peu plus loin, comprendre pourquoi justement un des états est défavorable, par exemple, sur un indicateur, on va tomber dans le rapport. Le rapport peut avoir une ou plusieurs pages, mais chacune des pages devrait entrer encore une fois dans un seul écran. Le rapport permet donc plusieurs perspectives ou plusieurs dimensions, plusieurs vues d'un jeu de données. Ça peut comprendre des données de plusieurs sous-rapports également. On va voir un exemple précis dans un instant. Encore une fois, les valeurs devraient être mesurées à une cible. Certaines des visualisations vont décrire un état, alors que d'autres vont permettre de forer dans le rapport. Et normalement, ça répond donc à une question d'affaires précise. Et le sous-rapport, qui est le niveau 3, lui aussi aura une ou plusieurs pages, pourrait permettre d'aller au-delà de l'écran. Bon, dans Power BI, c'est un peu difficile parce que c'est limité, mais ça pourrait permettre d'aller au-delà de l'écran. Permet de forer davantage. Donc là, on veut vraiment forer jusqu'au plus petit grain, essayer de comprendre ce qui se passe avec nos données. Donc, ben, j'ai devancé. Donc, granularité la plus fine. Et donc, souvent, il n'y a aucune cible parce que la granularité la plus fine, ça peut être, par exemple, un numéro de facture. Ben, c'est bien rare que mon budget, je vais le faire par facture. Donc, en fait, c'est pas rare, ça arrivera jamais. Alors, ça va être difficile de le comparer à une cible. C'est plus de l'information vraiment granulaire. Et on s'arrange dans ces rapports-là pour avoir toute la flexibilité qui va nous permettre de découvrir des nouveaux insights pour notre entreprise. Peut-être qu'en faisant ces recherches-là, on va aussi trouver des nouvelles visualisations à incorporer désormais dans nos rapports et nos tableaux de bord. Et donc, quand on va forer et qu'on va trouver de l'information, ben, ça nous donnera du matériel pour faire ce qu'on appelle du data storytelling, donc essayer d'expliquer nos données avec des visualisations de données. Le processus, pour moi, il est itératif dans le sens où on a des données brutes, on traite ces données-là, donc on fait le ménage, on fait le nettoyage, on crée notamment dans Power BI nos fameuses requêtes. Et là, il y a deux chemins possibles. Soit qu'on a un paquet de données traitées et on explore, donc on fore à travers les données pour chercher des informations. Et tout à coup, on a des révélations, donc ce qu'on appelle en anglais des insights,
J'ai toujours de la misère à trouver l'équivalent en français, mais bon, révélation va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Ce qui nous permet notamment de faire le fameux data storytelling et donc de faire un appel à l'action. J'ai traité mes données sont propres, sont droites, sont structurées, je les explore, je trouve quelque chose, donc je découvre une révélation et je présente le tout de façon à susciter l'action. Ça, c'est un chemin possible. C'est un chemin, je dirais, plus récent. Les analystes sont moins confortables dans ce chemin-là habituellement. Il y a l'autre chemin où on traite les données dans le but de concevoir le tableau de bord et de concevoir des rapports qui, eux aussi, vont bien évidemment amener à l'action. Mais du côté droit, moi, je parle plus d'industrialisation de nos données. On met une mécanique en place pour ressortir des données. Tout ça s'automatise à une fréquence quelconque. Alors, du côté gauche, on est plus dans le ponctuel. On fort dans les données, on cherche, on trouve des choses de façon ponctuelle. Cela dit, quand on trouve des informations vraiment percutantes, rien ne nous empêche d'ajouter à notre tableau de bord ou à notre rapport le genre de visualisation qui nous permettrait de suivre ces informations-là dorénavant. Et de même, quand on a disposé d'un rapport de façon à laisser les gens, un rapport ou sous-rapport, de façon à laisser les gens forer dedans, ben peut-être que ces personnes-là en forant vont justement explorer et trouver d'autres informations. Donc, c'est pour ça que je parle de processus itératif. Il y a quelque chose qui est industrialisé ou automatisé d'un côté, il y a quelque chose qui est plus manuel de l'autre côté, mais je pense qu'en entreprise, on a besoin d'un peu des deux. Et ces deux processus qui se nourrissent évidemment l'un et l'autre. Je vous ramène encore Stephen Few parce que ça reste quand même une figure de proue dans la visualisation de données. Donc, dans ces tableaux de bord très haut niveau, ça rentre dans une seule page. On a des couleurs très discrètes, mais des points rouges pour faire ressortir les problématiques notamment. On a toujours des données versus une cible. On a des tendances aussi. Alors, pas un paquet de chiffres, mais vraiment une ligne qui visuellement nous explique les tendances. Et si vous êtes de ceux qui aimez Stephen Few, sachez que c'est possible de reproduire en tableau de bord dans Power BI. Ça ici, c'est une reproduction que j'ai fait. Je vous présenterai dans quelques instants. Et j'ai aussi mis le tutoriel sur le site pour savoir comment reproduire le tout. Si vous n'êtes pas fan de Stephen Few, moi je préfère les tableaux de bord qui sont plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'est à peu près le même genre d'informations. En fait, ce sont toutes les mêmes informations, c'est juste présenté différemment. On a 3 sections, donc vente, opération, finance. Et dans chacune, on a un indicateur et la tendance des 12 derniers mois de l'indicateur en question. Et l'indicateur, il est vert ou rouge selon qu'il a atteint ou dépassé ou atteint la cible ou qu'il est en dessous de la cible. Et dans ce cas-ci, par exemple, je peux regarder le mensuel, je peux regarder le year-to-date, je peux changer les informations de mois et de date. Ça ici, je l'ai conçu dans une page de rapport dans Power BI Desktop. Est-ce que tout le monde est encore à la diapositive du rapport niveau 2? Ok, je vais juste repartager l'écran, voir si c'est ce qui semble faire défaut. Est-ce que vous voyez maintenant le tableau de bord en question? Est-ce que les gens voient est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le tableau de bord? Ok, parfait. Donc, si jamais ça se reproduit, avisez-moi, je vais regarder. Donc, si vous étiez encore à la slide du niveau 2, donc vous avez perdu un peu d'informations. Le processus itératif que je mentionnais, il était ici, donc d'un côté où on est plus dans l'exploration ponctuelle, de l'autre côté où on est plus dans l'industrialisation des rapports, l'automatisation, le tableau de bord de Stephen Few, la reproduction du tableau de bord de Stephen Few dans Power BI. Et j'ai dit donc que moi, je préférais un tableau de bord comme celui-ci.
parce que ben, je le trouve très clair, là, contrairement peut-être à ça. Ben, en fait, ça dépend des gens, là. C'est la même information qu'il y a dans un et dans l'autre. Mais ici, donc, j'étais en train de dire que je présente des informations qui viennent d'un rapport de vente d'opérations de finances. Donc, je suis allée tirer des données de plusieurs rapports. On a l'indicateur vert ou rouge selon qu'il a atteint ou non la cible, la tendance des 12 derniers mois, la possibilité de voir mensuel year to date, choisir un mois, choisir une année. Et je disais donc que dans Power BI, ça ici, ça a été conçu dans Power BI Desktop. Mais si vous utilisez le service, vous savez qu'une fois dans le rapport publié, vous pouvez épingler des tuiles dans votre tableau de bord. Et c'est beaucoup plus facile d'épingler ce genre de tuiles-là dans un tableau de bord, puis la tendance comme ça, que des visualisations où il y a un paquet d'informations qui se filtrent entre elles. Et d'ailleurs, si vous aviez l'intention de créer un tableau de bord comme ça dans votre Power BI Desktop, donc comme une page de rapport, et ensuite épingler toutes ces tuiles-là dans un tableau de bord une fois que vous serez dans le service, ben l'idéal, ce serait de peut-être pas mettre de date ici, pas mettre de filtre de date. Pourquoi? Ben, c'est parce que si vous mettez un fil de date puis vous le partagez dans le tableau de bord, ça va toujours être cette date-là qui va apparaître. Donc, ça ne changera pas dynamiquement. Alors, il serait préférable de présenter ce genre de tuiles-là avec toujours la dernière donnée à jour. Et ça, je vais montrer ça dans les trucs un peu plus tard. Mais néanmoins, donc, vous avez la possibilité de vous créer un tableau de bord dans le desktop, puis ensuite épingler les tuiles, tuile par tuile dans le tableau de bord, quand vous serez dans le service. Et j'ai fait 3 pages de rapport avec les mêmes données que la dernière fois. Une ici qui concerne les ventes. Alors, où j'ai le choix entre mensuel et year to date, j'ai le choix de la mesure aussi. Donc, non seulement je peux choisir une mesure, vente, marge en dollars, vente en pourcentage, mais je peux aussi choisir la période, donc mensuel ou year to date, en plus du mois et l'année. Et grosso modo, j'ai le résultat de ce que j'ai sélectionné. Est-ce que c'est positif ou négatif versus et j'ai les écarts ici, donc versus la cible en dollars et en pourcentage. Alors, on voit que les ventes nettes mensuelles, mars 2018, l'écart est positif, le total est ici, et ce total-là se répartit dans quatre canaux, pardon. Et même si ça va bien, on se rend compte que finalement, il y a juste le web qui va bien parce que les 3 autres canaux sont dans le rouge. Et c'est parce que le web va tellement bien qu'au final, on a quelque chose qui va bien. Et ici, donc, je présente l'état de la situation, comme on le disait tantôt, mais j'ai aussi la possibilité de forer dans quelques tuiles. Par exemple, les ventes directes, ce sont des ventes effectuées par les représentants. Donc ça, j'ai les écarts négatifs par représentant. Donc, chez Bernard, ça n'a pas bien été. Et si je double-clique, je vais avoir les produits vendus par Bernard versus les cibles. Donc, je vais pouvoir voir là où il s'est accroché les pieds. Alors, j'ai un peu de forage possible. J'ai notamment ici les ventes par département. Je pourrais cliquer sur un département pour filtrer aussi ces visualisations-là, comprendre s'il n'y a pas un département qui est plus problématique qu'un autre notamment. J'ai ensuite le rapport des opérations. Alors, si je reviens juste ici, dans le tableau de bord, vous aviez une section vente, opérations et finances. Donc, la section vente est basée sur le rapport de vente. La section opérations sur le rapport d'opération. Et encore là, vous voyez du vert, du rouge, donc ce qui est positif, ce qui est négatif. Si je regarde la gestion des inventaires en rouge, c'est ce que j'ai à commander, donc c'est ce qui presse. Alors, vous avez tout de suite le regard dirigé vers ce qui est important, ce qui est problématique, avec une capacité de filtrer un peu aussi. Je vous montrerai dans quelques instants. Et même chose pour la portion finance. Mais au-delà de ça, vous avez aussi des sous-rapports. Un sous-rapport, généralement, va aller dans une granularité plus fine, mais ici, je vous en ai fait un avec un outil que j'aime beaucoup, que je vais vous parler dans la démo tantôt. Je trouve qu'il fait un très bon travail, très professionnel et c'est simple à mettre en place. Mais je peux pas aller dans un niveau de granularité très fin parce que cet outil-là, il présente des écarts. Alors, si j'ai pas d'écart parce que la donnée, par exemple, au niveau de la facture ou au niveau du client, ça n'allait pas jusque-là, bien évidemment, je pourrais pas utiliser cet outil-là.
Donc, dans ce cas-là, je me prépare un sous-rapport qui est pas nécessairement beau, mais qui est là pour forer et trouver des informations. Alors, on regardera cette page-là ensemble dans quelques instants. Mais là, c'est un niveau qui n'est pas au budget dans ce cas-ci. Donc, si je regarde les ventes par province, ben les provinces, c'est les provinces des clients. Puis les ventes par client, ben c'est pas fait comme ça au budget. On n'a pas budgété par client, on a budgété par département, et ainsi de suite. Donc, c'est des informations qui étaient pas disponibles au budget. On met pas des écarts, mais on met plutôt la mesure, puis on peut forer quand même pour comprendre la donnée. Alors ça respecte ma structure que je vous ai présentée ici, pas ici, mais attendez juste un instant. C'est beau l'animation. Oh non, ça va être trop long revenir en arrière. Je vais aller comme ça ici. Donc ça respecte cette structure-là ici. Maintenant, regardons ce que ça a l'air de façon dans le Power BI comme tel. Je vous avais parlé du tableau de bord que j'ai répliqué exactement comme Stephen Few fait ses tableaux de bord. C'est somme toute quelque chose qui tire pas mal de jus faire ça parce qu'il y a beaucoup de données. Mais je vais vous expliquer des trucs dans quelques instants, notamment le dernier 12 mois, les points rouges, comment ils apparaissent et tout. Mais celui que j'ai j'ai préféré au tableau de bord de Stephen Few, celui-ci, où j'ai plutôt mes grosses tuiles que je peux facilement épingler dans mon tableau de bord ensuite quand je vais être dans le service. Donc, quand je suis dans le rapport, je peux m'en faire une page, puis cette page-là, ben, tuile par tuile, je vais pouvoir les épingler dans mon tableau de bord dans le service. Et comme je vous disais tantôt, le mieux, en fait, ce serait même de pas mettre de mois et d'années, mais de toujours mettre la donnée la plus récente. Donc, l'année, la donnée, pardon, mois à date ou year to date. Et ça, je vais vous montrer ça dans les trucs techniques tantôt. Et ici, je pourrais faire aussi des calculs en DAX complexes pour montrer le mensuel et le year to date. Je le fais d'ailleurs dans les ventes que je vais vous montrer dans un instant, mais j'ai plutôt choisi de prendre des images et d'aller sur le year to date. Alors si je me déplace sur le year to date, ce que ça fait en réalité, c'est que ça se déplace de page et c'est simplement des images qui m'amènent de l'un à l'autre. Alors, si je veux m'éviter trop de complexité au niveau du langage DAX, c'est une petite technique assez simple. Vous faites une page de mensuel, une page de year to date, mais avec un bouton, vous pouvez lier une page. Alors ça aussi, je vais en parler dans mes techniques dans quelques instants. Dans mon fameux rapport de vente, c'est là où je vous dis, on peut choisir soit mensuel, soit year to date, soit vente nette, marge en dollars, marge en pourcentage. Pour pouvoir faire ça, il faut faire un peu de DAX et ça va faire partie de mes techniques. Puis je vous disais tantôt, si on veut regarder ce qui se passe avec Bernard, ben on a déjà mis le niveau suivant. Donc Bernard, les logiciels de vente, il y en a vraiment moins vendus que prévu, des logiciels de service à la clientèle aussi. Donc on est capable de forer un petit peu, mais pas tant que ça non plus parce que on peut descendre jusqu'au niveau où il y avait des données au budget puisqu'on est en train ici de regarder des écarts. Alors ça c'est mon rapport de vente. Mon rapport d'opération fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on a l'état de certaines choses, donc mon taux effectif, mon dollar par consultant, dollar par client, etc. Mais si je veux forer, je peux un peu forer, donc voir par exemple Julie et On ou Jocelyn Durocher, lui comment il s'est comporté, Jean-François Simard. Donc j'ai un peu de possibilité de forage, mais j'ai surtout une vue quand même à ce haut niveau et qui tout de suite attire mon attention vers ce qui est problématique. Et c'est la même chose enfin du côté des finances. Donc quelques tuiles, quelques états problématiques. Et c'est là que je vous dis peut-être qu'il sera nécessaire d'avoir des sous-rapports. Lui ici est encore au niveau des écarts. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il traite juste des ventes partenaires. Donc, j'ai 3 partenaires dans mon entreprise, je vois par produit les écarts versus le budget. Et si je veux regarder pour le partenaire Mega Management, les ventes, donc le produit c'est un logiciel de vente, ben c'est où qu'il y a des écarts, je peux le voir, c'est les produits 9, 17 et 1. Alors, j'ai une possibilité de forer un peu,
Mais ce que j'aimerais surtout aussi, c'est un rapport, même s'il est pas beau, un sous-rapport plutôt, qui me permet vraiment de forer plus loin. Donc, par exemple, ici, encore la possibilité de choisir ma mesure et ma période et ma date. Et je peux regarder donc dans mes différents canaux, site web, vente directe, partenaire. Si je regarde site web, bon, les ventes de l'Alberta, si j'avais trouvé un écart spécial, puis là je veux essayer de comprendre, ben je vais peut-être cliquer sur Alberta. Ça va me donner donc les ventes de l'Alberta ici divisées par par département. Et par la suite, si je veux commencer à forer là-dedans, ben peut-être je vais aller regarder, je sais pas, ERP par exemple. Puis peut-être que rendu là, je vais exploser pour comprendre ERP par produit, par client, qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici, j'ai pas d'écart parce que au risque de me répéter encore une fois, ben c'est pas fait à ce niveau-là au budget. Donc je peux pas aller jusqu'au à la granularité d'écart, mais ça me permet quand même de voir les données dans un grain qui est assez fin. Alors l'idée, c'est vraiment toujours comme ça, de toujours respecter cette pyramide. Et dans Power BI, au risque de me répéter, ce qui est intéressant, c'est que l'outil permet ça. Il permet de faire les rapports et sous-rapports dans le desktop, de créer les tableaux de bord dans le service, mais rien ne vous empêche, en fait, même il serait recommandé de vous garder une page de rapport pour les éléments que vous allez épingler dans votre tableau de bord pour que ce soit plus facile à consommer. Et en plus, ça, c'est des tuiles qui sont intéressantes dans le tableau de bord parce qu'on peut mettre des alertes pour dire, ben, si le chiffre passe à telle valeur, envoie-moi un courriel et ainsi de suite. Donc, elles sont déjà bien disposées pour ce genre de fonctionnalité. Euh, donc, je vais changer de fichier pour couvrir quelques techniques avec vous. Et comme on a eu un problème d'écran tantôt, j'aimerais juste m'assurer qu'en ce moment, vous voyez le rapport qui s'appelle tableau de bord, obtenir les plus récentes données. Donc, si quelques personnes pouvaient me confirmer que c'est ce que vous voyez. Parfait, donc on est à bonne place. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je vais laisser ça comme ça. Je vais vous montrer plusieurs techniques. Comme je vous ai répété à quelques reprises depuis le début, pour moi, dans le tableau de bord, ce qui serait le plus intéressant, vous voyez ici, j'ai pas de filtre, c'est les données les plus récentes, mois à date notamment. Je vais vous présenter ça dans un instant. J'ai les 12 derniers mois de données en fonction de la dernière date de transaction dans mes données, dans ma table de faits. Donc, je vais y revenir dans un instant. On va regarder comment justement faire en sorte de choisir une mesure puis choisir une période pour avoir, par exemple, ici j'ai les marges en dollars mensuelles pour février 2018. Puis comment je pourrais mettre tout ça dans un seul tableau. Donc autant le mois year to date et les trois valeurs. Donc tout ça avec une seule mesure. Donc je vais vous montrer ça dans un instant aussi. On va regarder comment on peut faire utiliser le Unichart pour se créer nos propres visuels quand il y a des visuels qui existent et qui sont un peu limités, comment on peut transcender ça. J'ai un exemple aussi sur la sensibilité de données, donc l'analyse de scénario notamment, comment jouer avec les paramètres. Alors, il est bloqué ici, voilà. Comment jouer avec les paramètres pour faire changer nos données. Je veux regarder aussi un exemple pour les données cumulatives et un exemple pour les images. Ça va être un peu différent de l'autre, mais l'idée, c'est de pouvoir jouer avec un menu. En fait, je mettrai ça comme ça. Qui va me permettre, en fait, jouer, pardon, avec des images qui va me permettre d'afficher ou non un menu. Mais c'est la même technique que j'ai utilisée avec mon year-to-date et mensuel dans l'autre rapport. Et finalement, je vais vous présenter un visuel personnalisé que moi j'adore, qui fait des super belles visualisations vraiment très simplement. Alors, on terminera avec ça. C'est sûr qu'il y a des choses que je vais vous présenter qui sont très simples, puis il y a des choses qui sont très avancées. Alors, dépendamment si vous êtes un usager qui débutait ou un usager plus avancé, ça se pourrait qu'il y ait certaines portions un peu plus complexes. Dans tous les cas, je l'ai dit dans toutes mes formations et je le redis, pour faire des bons rapports dans Power BI, il faut maîtriser le DAX. Moi-même, je dirais pas que je suis une experte en DAX, j'en fais beaucoup, j'arrive toujours à mes fins, mais c'est quelque chose qui est très, très complexe.
Rapidement, on peut faire des choses simples, mais du moment qu'on veut le moindrement faire des choses un peu plus loin de la tendance, ben, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Et donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer ici que dans ce rapport-là, j'ai pas de filtre. Il n'y a pas de filtre nulle part à poser sur ma table ou quoi que ce soit. Et dans ma table de transaction, la dernière transaction est au 14 novembre. Et là, vous allez dire que je vis dans le futur. Effectivement, cet exemple-là est fini au 14 novembre. Donc, on va s'imaginer qu'on est le 14 novembre. Et puis, donc ça, c'est la table de fait. Et ma table de date, elle s'arrête au 30 novembre, c'est-à-dire qu'elle a été créée dans l'éditeur de requête Power Query et elle repose sur la dernière date de vente que je traduis en fin de mois. Alors, la dernière date dans ma table de date, c'est le 30 novembre, puisque c'est dynamique en fonction de la dernière date de transaction. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les ventes mensuelles pour le mois de novembre 2018, rendues au 14 novembre, elles sont de 44 millions. Et ça, c'est tout simplement une mesure qui prend mes ventes, c'est les ventes brutes, donc prend ma mesure de vente brute et avec la fonction dates month to date, ben ça calcule la mesure vente brute dans le mois, vu qu'il n'y a pas de filtre, c'est dans le dernier mois, donc dans le dernier mois, année à date. Ben pas année à date, mais mois à date plutôt. Et une question que j'ai eue à quelques reprises sur le forum, c'est OK, c'est beau, c'est facile de calculer ça avec le dates month to date, mais si je veux comparer à l'année précédente, puis que je prends la même formule, mais avec ma mesure de an précédent, ou si je prenais avec la formule de vente brute tout court, puis que je faisais un date add, donc ma formule de vente brute month to date, puis je faisais un date add moins une année, ça donne 74 millions. Puis 74 millions, dans le fond, c'est tout le mois de novembre 2017. Alors les gens se demandent comment ça se fait. Je veux pas comparer versus tout le mois. Je suis rendue au 14. J'aimerais ça comparer jusqu'au 14 du mois l'année d'avant. Donc c'est ce que j'ai calculé ici. Et je vais vous le montrer dans un instant. Mais vous voyez bien la différence. C'est que si je prends le 74, c'est comme si... Et les deux sont intéressants. C'est-à-dire que si je prends le 74, c'est que je suis en train de me demander, OK, rendu au 14 du mois, j'étais à 44 millions. L'année passée, pour le même mois, la fin du mois, j'étais à 74. Donc, si je regarde sur mon graphique à barre ici, je suis à X% de ma cible du mois pour l'année dernière. Mais la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est regarder en fonction du 14 novembre cette année puis du 14 novembre l'année dernière, c'était quoi l'écart. Et donc, si je veux plutôt celui-ci, j'ai à faire une mesure qui va être basée elle aussi sur mes ventes brutes, mais j'utilise un dates between. Alors, dates between, là, comme premier paramètre, on doit passer la colonne de date de notre table de date. Et ensuite, une date de départ et une date de fin. Alors, la date de départ, si on regarde ici, ça prend le maximum de la colonne année de la table d'une date. Donc, c'est toujours, comme j'ai pas de filtre, mon maximum d'année, dans ce cas-ci, ça va être 2018, moins 1 pour aller à l'année 2017. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est commencer au 1er novembre 2017. Alors ça va me donner l'année 2017. Le 1, c'est le premier, puis le mois, ben, c'est le mois du dernier last date vente date. Donc, ça veut dire la colonne de date dans ma table de vente, la dernière date, c'est quoi le mois? Comme ma dernière date de vente, c'est 14 novembre, ben, le mois, ça va être novembre. Alors, 2017, novembre, première journée. Puis, je veux que ça aille jusqu'à une date de fin. Puis, cette date de fin-là, je vais la récupérer avec same period last year de la dernière date dans ma table de vente. Alors, la dernière date de ma table de vente était encore une fois 14 novembre 2018. Alors, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué que simplement reprendre ici la fonction month to date sur, en fait, je vais la remettre à l'écran, dates month to date sur la mesure vente brute en précédent.
Mais quand on sait manipuler les deux, ben là, on est capable de montrer deux informations intéressantes. Et c'est surtout pour moi le fait de pouvoir ensuite prendre ces tuiles-là et les épingler dans le tableau de bord pour qu'elles soient mises à jour automatiquement. Parce que dans le service, quand vous prenez une tuile d'un rapport puis vous l'épinglez dans le tableau de bord, s'il y a un filtre de date, par exemple, dans mon rapport ici, j'avais un filtre de mois et d'années, ben ça va toujours être épinglé avec ce filtre-là, ce sera pas dynamique. Alors que si vous présentez des tuiles qui sont dynamiques au niveau du tableau de bord, ben là, vous allez toujours avoir des informations les plus récentes. Si après ça, vous les fouillez dans les mois précédents, ben, dans le tableau de bord, vous cliquerez sur la tuile, vous tomberez dans le rapport et le rapport vous permettra de faire ça. C'est la beauté d'y aller avec l'organigramme présenté plus tôt. De même, dans mes rapports, je vous avais montré des tuiles qui présentaient toujours, en fonction d'un mois donné, les 12 derniers mois. Et ça, même si au départ, ça semble assez simple, c'est pas simple, parce que quand on a un mois sélectionné, ça va présenter juste ce mois-là. Donc, comment faire en sorte que sur le graphique, ça nous présente les 12 mois? Alors, si vous regardez ici, mon 44 millions, c'est celui de mon mois de novembre jusqu'au 14 novembre. Il est ici. Et donc, quand je suis en novembre, puis que je veux représenter les 12 mois précédents, ça me donne les 12 mois suivants, les 12 mois qui sont ici. Et comment je fais ça? Je fais ça avec, c'est un peu une petite technique un peu détournée, là. J'ai appelé ma table, j'ai fait une table pour ça ici. Donc, Sparklines 12 mois, c'est mon Sparkline ici qui recule 12 mois en arrière. J'ai défini 3 variables. Donc, var, c'est mes 3 variables. J'ai max date actuelle. Donc, max date actuelle, mon calculate qui est ici, c'est la date maximum dans ma table de vente. C'est la même mesure qui est ici pour afficher le 14 novembre 2018. Donc, je prends toute la table de date, puis je regarde donc la date de vente maximale. Le dernier jour sélectionné, je prends la dernière date de mon rapport, la fin du mois. Donc, la fin du mois de la date de mon rapport, c'est 30 novembre, c'est celle-là qui est ici. Et dernier jour sélectionné, moins 12 mois finalement, j'ai pris eDate, c'est comme la fonction dans Excel. Donc, je pars du dernier jour sélectionné, moins 12, pour reculer de 12 mois en arrière. Donc, une fois que j'ai défini mes 3 variables, donc variable, quand vous définissez des variables, il faut faire un return. Là, je pose des conditions. J'ai dit si, et là, je regarde que la donnée est vraiment entre les deux dates. Donc, ma max date act, c'est drôlement dit, hein? C'est ma date ici du 14 novembre. Il faut que ce soit plus petit ou égal à la date maximale de mon rapport et que ce soit aussi plus grand que les 12 mois auparavant. Donc, ma mesure que j'ai fait ici. Alors, c'est ce que je veux présenter et je présente les ventes brutes pour toutes les dates, mais vous voyez qu'il n'y a pas un zéro, c'est-à-dire je fais si les deux conditions sont remplies, présente les ventes brutes en enlevant tous les filtres sur les dates, parce que si je les enlève pas, je vais tout le temps juste présenter le dernier. Mais je dis pas si ce n'est pas rencontré, mais zéro, parce que sinon j'aurais des zéros à partir de 2017-11 en descendant, là, j'aurais des zéros partout. Moi, je veux juste afficher les 12 derniers mois, donc j'arrête ma formule carrément ici. Alors ça ici, ça me permet de présenter mon rapport, pas mon rapport, mais ma tuile, mais il faut faire attention, il faut que j'utilise l'axe dans mes années de cette table-là, qui est ma table de vente, et non celui de la table de date. Alors, ce qu'on dit de à peu près jamais faire, mais dans ce contexte-là, on n'a pas le choix, parce que nos années-mois de notre table de date, ici, ils sont filtrés, et c'est vraiment ici qu'on a mis le all, et donc qu'on peut utiliser sur l'axe des X ici, là, le champ année-mois. Alors, ça, c'est pas mal plus complexe. Je l'ai expliqué dans un billet de blog auquel je vais vous référer en fin de rencontre. Mais ça permet de faire des choses intéressantes. Puis une fois que vous l'avez fait, c'est toujours ça, c'est vrai que c'est toujours la même chose dans tous vos rapports. Donc, il n'y a pas de filtre, alors ça va toujours être le même comportement dans n'importe lequel de vos rapports. Et finalement, faire apparaître un point rouge quand il y a un seuil d'atteint ou non,
Ben moi, ce que je fais pour faire ça, c'est que je vais juste me mettre ici, écart. Donc, si vous regardez, en fait, je vais regarder lui en premier, comme ça ici. Je dis alerte écart, c'est un grand nom, alerte écart en pourcentage des ventes brutes mois date versus l'année précédente. Donc, si cet écart-là est plus petit que 0, mets 1, sinon mets 0. Donc, vous voyez ici que cet écart-là n'est pas plus petit que 0. L'écart, c'est 29,51%. Alors, ça me ramène 0. Et si jamais c'était, mettons, on va dire plus petit que 0,30, ce qui serait le cas, 0,3, j'aurais un 1. On va attendre qu'il se calcule. Donc, j'ai un 1. Comme j'ai un 1, dans la visualisation ici, ben, au lieu d'avoir 0, j'ai 1. Puis tout ce que j'ai fait, c'est une visualisation en secteur. Alors là, j'ai pas mis un point rouge, j'ai mis un point jaune. Ce sera à vous de décider de la couleur. Mais dans le fond, c'est un graphique en secteur, donc une tarte, qui s'alimente avec une valeur ici qui est l'alerte. Et l'alerte va toujours me ramener 1 ou 0. Donc quand c'est 0, il n'y a rien dans ma tarte. Quand c'est 1, ben, il y a juste une grosse pointe de tarte qui fait 100% de la tarte. Alors, après ça, c'est à vous de définir c'est quoi le seuil ici à utiliser. Alors, si je reviens à mon 0, si je veux vraiment avoir, par exemple, tous les écarts négatifs, avoir un point, puis tous les écarts positifs, rien à voir, ben là, j'aurai ici aucun point rouge, ou point jaune, en fait, dans ce cas-ci. Alors, c'est la même technique que dans le rapport de Stephen Few, notamment. Alors ça, il faut quand même maîtriser le DAX et ça vous montre que le moindrement qu'on veut naviguer dans des rapports, faire des choses intéressantes, le DAX, faut l'apprendre, mais c'est surtout qu'une fois qu'on l'apprend, c'est vraiment un couteau suisse qui peut nous permettre de faire un paquet de choses. Ici, j'ai un rapport où je peux soit faire ce qui est en haut ici, c'est-à-dire choisir une mesure. Donc, par exemple, choisir ma vente brute mensuelle ou ma vente brute year to date. C'est ce qui est présenté dans la tuile ici. Ou me faire un tableau qui présente toutes les possibilités en question. Et tout ça est également sensible au mois et à l'année que je vais sélectionner. Alors, en ce moment, si on regarde, j'ai vente brute year to date. Alors, vente brute year to date 276, ça correspond à ce qu'il y a dans mon tableau. C'est la même mesure que j'utilise ici et là, c'est juste que dans ce tableau-là, je prends il y a des éléments en ligne et colonne qu'il faut placer, mais c'est la même mesure. Alors, je vous montre. Celle-là, elle est peut-être un peu plus simple à comprendre, même si le code a l'air plus long, là. On a premièrement une condition qui dit si à la fois, donc il y a un end, il y a une seule valeur de sélectionner dans mon slicer temporel, c'est celui-là ici, et dans mon slicer de mesure, c'est celui-là ici. Donc, il faut qu'il y ait une seule valeur choisie ici, une seule valeur choisie ici, parce que imaginez qu'on en choisirait deux, on ne saurait pas quoi calculer. Alors, quand il y en a juste une de choisie dans l'un et dans l'autre, on fait ce qui suit, on fait un switch. Un switch, c'est une série de si imbriqués. Alors, les si, la seule problématique ici, c'est que les si comportent un et. Il faut que à la fois il y ait une condition rencontrée dans le slicer temporel et à la fois une condition rencontrée dans le slicer de mesure. Et si vous regardez les chiffres, 1, 1, 1, 2, 2, puis le dernier c'est sous-entendu 2, puis ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vous montre d'où ça vient. Dans mon slicer de mesure, j'ai 3 mesures, 3 ordres. La colonne ordre, c'est 1, 2, 3, vente brute, marge en dollars, marge en pourcentage. Et slicer temporel, j'ai 2 ordres, le mois et le year to date, donc le chiffre 1 et le chiffre 2. Si je reviens dans mes conditions ici, je dis que dans le slicer temporel, la colonne ordre, si c'est 1, et dans le slicer de mesure, si l'ordre c'est 1, ben ça se trouve à être ma mesure vente brute en dollars. Après ça, si ordre dans temporel c'est 1, puis ordre dans mesure c'est 2, ben c'est les marges en dollars, sinon les marges en pourcentage. Et après ça, je tombe à ordre 2 dans le temporel, donc c'est mes year to date. Alors c'est les mêmes mesures, mais year to date. Alors vente brute, marge en dollars. Et le dernier scénario, c'est mes marges en pourcentage year to date. Et pourquoi j'ai mis en format? Ben la problématique, c'est quand je veux mettre ici, ben même ici,
Si je choisis vente brute, je veux voir des dollars, mais si je choisis marge en pourcentage, je veux voir des pourcentages. Alors pour cela, je mets en format, j'utilise la fonction format, qui est comme la fonction texte dans Excel, et ça me permet de dire que les marges en dollars, ben c'est en dollars, puis les marges en pourcentage, ben c'est en pourcentage. Et c'est ce qui fait en sorte que dans mon tableau ici, les marges, on les voit en pourcentage. Et si je sélectionnais ici les marges pourcentage, bien évidemment, dans mon tableau ici aussi, je vois mes marges en pourcentage. Ici, j'avais juste fait 2 mesures de ce qui était sélectionné pour qu'on puisse bien voir comment ça réagit. Mais la seule différence entre la tuile ici et celle-ci, c'est que celle-ci, premièrement, c'est une matrice. Et je vais mettre dans les lignes et les colonnes le slicer en question, c'est-à-dire la colonne ici, mois year to date, et la colonne slicer ici, donc vente brute, marge en dollars, marge en pourcentage. C'est ce que je place dans mes lignes et dans mes colonnes. Et ensuite, je les ai renommées, là, mais c'est ce que vous voyez en ligne et en colonne ici. Alors, ça signifie que ici, dans ce tableau-là, j'ai une seule mesure qui me permet de voir autant mon mensuel que mon year-to-date sur différentes mesures. Euh, Ce tableau-là, il pourrait être plus gros, on pourrait en faire plus dedans, mais évidemment, il faut comprendre que plus on en fait, plus c'est long à mettre à jour, c'est-à-dire que plus je vais, tu sais, quand je vais choisir un nouveau mois, par exemple, ça va prendre du temps à calculer si j'ai beaucoup d'éléments. Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet de faire une mesure pour répondre à un paquet d'interrogations. Et si on présente pas ça, mais qu'on veut qu'il y ait vraiment un rapport au complet où l'usager choisit carrément sa mesure et sa période, là, on comprend que ce rapport-là devient vraiment utile à plusieurs personnes sur plusieurs axes. J'ai essayé d'enchaîner, il reste 15 minutes, j'ai essayé d'aller un petit peu, pas plus vite, mais j'ai essayé d'enchaîner. Euh, le suivant, c'est en fait, ça vient plus de mon insatisfaction vis-à-vis de certaines tuiles, notamment la tuile qui s'appelle indicateur de performance clé dans Power BI. Elle est très intéressante dans le sens où ici, elle me permet de présenter, dans ce cas-ci, mes ventes actuelles. Vous voyez, c'est le même chiffre. Et l'objectif, c'est mes ventes ici de l'an précédent et l'écart entre les deux. Donc, c'est fort intéressant. Puis en plus, ça se met en vert ou en rouge. Je ne sais pas si j'ai un mois rouge quelque part. Pour faire exprès, il n'y a pas de mois rouge. Ah, bon, un mois rouge. Donc, ça se met en rouge si c'est plus petit que l'an précédent, notamment. L'insatisfaction que j'ai, c'est que la mention en dessous, objectif, on peut pas le grossir. Et moi, je le vois pas bien. Et quand je présente ça non plus, les gens le voient pas bien. Alors, il est possible de reconstruire le même genre de visualisation et de le mettre exactement comme on veut avec la fonction Unichar. Donc ici, j'ai juste la mesure vente, tout simplement. Et ici, je me suis fait un bloc que moi, je veux mettre en gros. J'ai mis l'écart en millions de dollars et l'écart en pourcentage. Et pour faire ça, si on regarde, j'ai utilisé la fonction Unichar. Alors, encore une fois, je me suis défini un paquet de variables. La première variable ici me permet d'aller chercher mon écart en dollars. Je l'ai divisé par 1000, puis je veux l'afficher en millions. Donc, c'est mon écart en dollars ici. Le deuxième, c'est l'écart en pourcentage que je veux afficher en pourcentage. Donc, c'est l'écart que j'utilise ici. Unichar, on va y passer un numéro, donc un chiffre, qui va retourner une image. Alors, dans ce cas-ci, j'ai une image pour les négatifs, qui est un triangle rouge vers le bas, et vous avez vu tantôt que c'est un carré vert avec un crochet pour les positifs. C'est les chiffres que j'ai ici. Alors, sur le blog, j'ai un article qui porte sur Unichar. Vous pouvez aller voir tous les symboles qui existent et trouver les numéros pour faire ressortir l'image qui vous plaît. Et donc, vous pouvez utiliser cette image-là de façon dynamique dans vos tuiles en créant votre propre tuile. Les deux autres variables ici, c'est tout simplement le fait qu'un nombre négatif va toujours mettre un moins, mais un nombre positif ici, il va pas mettre de plus, il va rien mettre. Mais moi, je veux qu'il y ait un plus ici. Alors, si on regarde, je vais juste fermer ma mesure. Si on regarde un écart positif, en avril, par exemple, je
bon, excusez, en mars, vous voyez, je veux voir le plus ici. Si je ne mets pas moi-même le plus, ben j'en aurai pas parce que c'est un chiffre positif et par défaut, les chiffres positifs n'ont pas de plus. Alors ce que je dis tout simplement, c'est que si le chiffre est négatif, fais rien, mais s'il est positif, mets-lui un plus. Et par la suite, je demande aussi si le chiffre est négatif, parce que là, je suis en train de regarder les ventes. Donc, un chiffre négatif, c'est négatif, puis je veux les comptes négatifs, puis un chiffre positif, c'est positif, je veux les comptes positifs. Mais si je regardais les coûts, ce serait l'inverse. Alors, je me suis donné cette flexibilité-là ici. Et par la suite, je retourne ce que je veux. Donc, c'est ici que vous construisez exactement ce que vous voulez voir ici. Vous voulez voir moins d'informations, plus d'informations, vous voulez voir ça autrement, c'est ici que vous définissez tout ça. Et donc, je retourne quoi? Ben, je retourne différence icônes, c'est mon icône en Unichart ici. Après ça, ma parenthèse qui rouvre. Après ça, la différence de signe, c'est-à-dire si j'ai un plus et un écart positif, je vais mettre un plus. Si c'est un négatif, je ne mettrai rien parce qu'il y a déjà le moins. Après ça, c'est ma différence ma différence en dollars ici. Ferme la parenthèse, rouvre la parenthèse, donc c'est ça ici. La différence pour le signe plus ou moins ici, la différence en pourcentage et je ferme ma parenthèse. Donc c'est un paquet de concaténés pour me permettre d'afficher ici l'information. Alors je peux vraiment me construire quelque chose, me bricoler quelque chose vraiment à mon goût de cette façon-là. Section suivante, j'en parle parce que la question m'est souvent posée. Il y a dans Power BI les paramètres de sensibilité. Alors, si je joue ici avec le paramètre des prix unitaires, vous voyez que les ventes brutes, rabais, ventes nettes, coûts, marge se recalculent. Même chose si je joue avec les coûts unitaires. Donc, je parle de la section à gauche ici. Il y a effectivement la possibilité d'insérer des paramètres dans Power BI. Là aussi, je vous ai écrit un article de blog pour savoir comment faire dans le détail. Mais ce n'est pas non plus un engin de modélisation. Alors, je vais juste retrouver ici, sensibilité. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est quand on ajoute un outil comme ça, qui est un paramètre de scénario, on peut aller récupérer la valeur. Donc, par exemple, ce paramètre de scénario-là, le moins 10%, il s'appelle ça ici. Donc, ça ici, c'est mon 10%, c'est moins 10%, c'est la valeur que l'usager a fixée ici. Et je peux donc le reprendre dans une mesure. Ici, ma mesure, c'est mes ventes brutes. Mes ventes brutes que je cherche avec un SOMIX dans ma table de vente et je vais chercher les prix unitaires dans ma table de produits. Je multiplie mon prix unitaire par 1 plus moins 10%. Alors, je sensibilise, je ne sais pas si c'est un terme, en tout cas, j'affecte le degré de sensibilité ici à mon prix unitaire qui, lui, va aller recalculer mes ventes dans ma table de vente. Alors, pour faire ça, il faut que je maîtrise très bien mon modèle de données et très bien le DAX. Il ne faut pas que j'en oublie à aucune étape parce que sinon, si je le mets pas à la bonne étape, je vais produire des résultats erronés. Alors, quand c'est simple comme ça, c'est possible, mais quand vous avez quelque chose de moindrement complexe, j'ai tenté de construire un modèle financier de A à Z avec les paramètres de sensibilité et ça finit par plus rouvrir pantoute. Alors, ça tire beaucoup de jus et c'est très très complexe à mettre en place comparativement à Excel qui est fait pour ça. Si vous avez juste une petite section comme ça va, mais encore une fois, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous faites. Alors ici, il a fallu que je sensibilise les ventes avec la variation des prix unitaires. Ensuite de ça, mes rabais aussi. Il a fallu que j'aille les sensibiliser. Mes ventes nettes, c'était un écart moins l'autre, donc c'est le résultat des deux, c'est pas de problème. Les coûts par la suite, faut aussi que j'utilise le degré de sensibilité ici, le pourcentage, pardon. Et finalement, la marge, c'est la différence entre les deux, donc j'ai pas eu à jouer avec ça. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut facilement se faire une petite table de sensibilité comme ça ici, en mettant justement les valeurs ici de notre table de paramètres de sensibilité en ligne et en colonne, et en mettant, dans ce cas-ci, je regarde la sensibilité sur les marges, donc en mettant ma mesure marge qui
qui est déterminé en fonction de ces deux pourcentages-là, donc dans ma table de sensibilité. Alors cet exercice-là, il est expliqué sur le blog. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais si vous voulez vraiment aller plus loin, Power BI n'est pas l'outil pour faire des prévisions, pour faire de la modélisation, c'est l'outil pour faire du reporting. Alors pour moi, la différence, elle est claire, puis après avoir fait le test vraiment de A à Z, de bâtir un modèle financier que je vous présenterai éventuellement sur le site en print screen parce qu'il est très dur à rouler. Je pense que je vous convaincrai aussi que Power BI, c'est vraiment plus pour le reporting, donc le tableau de bord et le rapport. Je manque de temps pour les ventes cumulatives, donc je vous le présenterai sur le blog. Ben, grosso modo, j'ai une mesure qui va regarder les dates sélectionnées ici, qui va s'assurer que si je sélectionne des dates, par exemple, après mon 14 novembre, ben ça ne montrera pas de données après le 14 novembre pour les actuels. Donc, j'ai une mesure qui me permet de faire ça et qui me permet, je vais juste revenir dessus, qui me permet de regarder toutes les ventes brutes entre les deux dates sélectionnées ici. Et qui fait fi, donc, à chacune des dates, finalement, on prend tout ce qui est dans l'intervalle et on l'additionne avec les données d'avant. Donc, c'est pour ça que c'est cumulatif, mais le cumulatif part à la première donnée de l'intervalle. Alors, j'ai une mesure qui me permet de faire ça ici, ce qui peut être intéressant. Donc, ici, je regarde mes ventes versus ventes l'année passée versus budget cumulatif selon différentes périodes. C'est sûr que le budget n'était pas disponible à une granularité de jour, donc vous voyez que c'est une ligne très très droite, la ligne grise, parce que je l'ai remis de façon proportionnelle par jour, parce que le budget n'était pas fait à cette granularité-là. Mais ça, j'en ferai un exemple sur le site. Et je vais arriver aux deux derniers qui sont pas mal plus faciles, soit la possibilité de cliquer sur une image pour faire apparaître quelque chose, cliquer sur une image pour faire disparaître. En fait, l'idée ici, c'est de créer des images et de les associer à une action. Alors, je vais juste pour ça afficher les signets et la sélection. J'ai fait déjà un article sur les signets où c'est très bien indiqué sur le site, mais grosso modo, un signet, c'est une vue de notre rapport qu'on veut garder justement en signet. Donc, supposons que j'ai cette page-là, avec ou sans filtre. Peut-être que c'est cette page-là avec le filtre suivant. Peut-être que c'est sans filtre. Mais du moment que j'ai ce que je veux, je vais ajouter. Ça va s'ajouter. Je vais pouvoir le renommer. Et je vais pouvoir aussi regarder ici données, affichées, page actuelle, etc. Est-ce que je veux tenir compte ici des données, donc des filtres, ou je veux juste plutôt tenir compte de la fenêtre de ce qui est sélectionné? Est-ce que je veux m'en venir sur la page actuelle seulement? Est-ce que je veux afficher, ne pas afficher? Donc, il y a des choses à cocher et décocher. Et moi, donc, si on regarde les deux signets que j'ai faits, il y a bannière ouverte, ça l'affiche la boîte avec mes bannières. Bannière fermée, on voit plus les bannières. Et regardez dans le panneau juste à côté, ce qui s'appelle segment ici. Bannière ouverte, ce segment-là, il est ouvert, donc on le voit. Bannière fermée, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué dessus pour dire, dans cette vue-là de signet, ce segment-là, on ne le voit pas, faut pas le voir. Alors, j'ai appelé ça bannière fermée. Donc, j'ai bannière ouverte, bannière fermée, et je me fous des données. C'est juste vraiment d'afficher ou non le segment ici. Alors, pourquoi je dis je m'en fous? Ben, c'est parce que je veux que ça continue à répondre aux sélections qui sont faites par l'usager. Donc, si l'usager sélectionne M comme dans meuble, ben, je veux que mon rapport se mette M comme dans meuble. Je veux pas qu'il soit filtré selon une vue bien précise. Et pour attacher l'image à un signet, parce que là, j'ai mes deux signets qui font ce que je veux, mais il faut que je les attache à l'image, eh bien, j'insère mon image et j'ai quelque chose qui s'appelle Action. Et dans Action, je peux choisir Signet. Et dans Signet, je choisis à quel signet mon image est attachée. Quand vous êtes dans Power BI Desktop, si vous voulez que ça fonctionne, il faut toucher sur la touche Contrôle pour activer les actions. Mais quand vous allez être dans le service, quand ça va être publié sur le service, plus besoin de la touche contrôle, vous allez tout simplement appuyer sur les flèches en question. Alors,
À partir de là, vous pouvez faire un paquet de choses. Tantôt, j'ai fait mensuel, year-to-date sur 2 pages. On clique sur mensuel, on clique sur year-to-date, ça change de page. Vous pourriez penser à un paquet de choses. J'ai vu quelqu'un qui faisait, par exemple, ici, c'est une tarte ou une table, selon que tu pèses sur le mot tarte ou le mot table. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment la peine de faire ça. Moi, je pense que tu devrais toujours mettre la bonne visualisation, un point, c'est tout. Mais bon, il y a la possibilité d'utiliser les images pour être le moindrement créatif. Et je termine maintenant avec le visuel qui s'appelle Zebra BI. Zebra BI, c'est un add-in que vous pouvez aller chercher, mais il n'est pas gratuit. Il faut aller sur le site, le payer pour pouvoir l'utiliser. Mais il fait toutes sortes de choses simplement. Donc, en plaçant par exemple ici mes ventes brutes en précédent, mes ventes brutes budget, catégorie bannière, c'est tout ce que je place. Ça me fait le beau graphique ici que je suis capable de filtrer, que je suis capable de présenter de différentes façons. Ça me fait le graphique ici. Donc, il y a deux, en fait, ZebraBI, il y a deux visuels, mais dans chacun des visuels, on peut jouer avec toutes les settings pour montrer quelque chose de différent. Donc, avec les mêmes informations, on peut montrer quelque chose de vraiment différent. Et regardez ici, je peux vraiment, je peux me promener ici et voir mon information de différentes façons. Alors, c'est vraiment, on pourrait utiliser que ZebraBI pour présenter des écarts dans un rapport et à mon avis, ça ferait un excellent rapport. Donc, je reprends les mêmes données ici juste pour vous montrer que c'est d'autres façons, avec les mêmes visuels, les mêmes données, de présenter les choses autrement. Moi, je trouve que ça donne vraiment des visualisations qui sont percutantes quand on parle d'écart. Donc, tu sais, je sais c'est quoi l'écart ici, en plus de comparer mes choses qu'on a rarement dans nos graphiques. Puis ça nous donne la possibilité de voir sous différents angles. Alors, si vous recherchez un visuel qui présente bien les écarts et facilement, ZebraBI, je vous le recommande. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vais vous laisser avec en fait, dans la présentation PowerPoint, vous allez avoir une page avec tous les liens des articles auxquels je vous ai référé pendant la présentation. Donc, c'est des articles avec des tutoriels pour savoir comment refaire ce que je vous ai montré. Concernant la promotion, donc, la promotion cette fois-ci sera pour les formations en ligne Power BI niveau 1, 2 ou 3. Alors, si vous souhaitez vous procurer l'une ou l'autre de ces formations-là, le rabais est de 25% pendant les prochaines 24 heures avec le code suivant. Alors, je vais le coller dans la zone de chat ici. Voilà, pour que vous puissiez le recopier. Oups, ça s'est mis sur 2 lignes, mais c'est tout collé. Donc, c'est vraiment tout collé ensemble. 25 underscore ligne underscore webinaire PBI. Donc, si vous utilisez ce code-là, vous aurez 25% de rabais sur l'une ou l'autre des formations Power BI en ligne. Alors, je vous le laisse à l'écran, mais ça termine la présentation d'aujourd'hui. Je me suis risquée à aller dans quelque chose d'un peu plus avancé pour montrer à ceux qui commencent qu'il faut quand même se former avant de pouvoir faire des choses vraiment percutantes dans Power BI. Et pour ceux qui sont plus avancés, de continuer à vous motiver pour voir tout ce qu'il y a de possible. Sachez que on a une formation qui porte juste sur le DAX. Par contre, elle est en refonte en ce moment, donc elle est disponible en classe seulement pour le moment, mais elle viendra disponible en ligne éventuellement. D'ici là, je tente de faire des webinaires et des articles de blog pour vous donner des trucs. Et évidemment, vous êtes aussi toujours les bienvenus pour poser vos questions sur le forum. Alors, je vais terminer là-dessus et on va se souhaiter à la prochaine pour le prochain webinaire. Je vais éteindre mon micro, arrêter l'enregistrement, mais je vous laisse l'écran ici encore pour quelques minutes.